Culture Flow et l'écosystème. De quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler des organisations humaines et des organisations techniques et comment les deux sont en fait liés. Tout d'abord, la petite présentation du jour. Samuel Rothière, Flow Coach à Tocto. Et si vous voulez causer avec les auteurs des vidéos ou du livre, une seule adresse email, cultureflow@tocto.com. Donc, le problème du jour, c'est quoi? Eh ben, c'est souvent les organisations qui, sur le papier, sont belles, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que quand même, sur le papier, c'était hyper beau ce que j'ai fait des petits carrés, des petits rectangles, mais pourquoi ça marche pas? Eh ben, ça marche pas. Comment ça marche pas? Bah, ça revient souvent à la même place. On a fait une nouvelle organisation, et dans la pratique, ça coulisse pas bien. Souvent, pourquoi ça coulisse pas bien? Parce que on s'est pas rendu compte que sur le papier c'est beau, mais en fait dans la pratique il y a des liens. Ces liens-là, ils sont soit techniques, soit humains. Donc c'est des fois on change la technique et on n'a pas bougé l'humain et on se rend compte que c'est marrant, ça marche pas. Et des fois on change l'organisation humaine, mais globalement on va se retrouver avec des gens qui travaillent sur les mêmes assets techniques alors qu'ils sont dans des équipes différentes. Et là, c'est là où on dit souvent que oui, sur le papier elle était jolie l'organisation, mais en fait dans la pratique, si tu soulèves le capot, ça marche pas très bien. Donc c'est là où on dit les deux sont liés. Donc, on a pensé à un principe qui est de dire les organisations techniques et humaines sont liées. Donc l'intention qu'il y a derrière, c'est qu'on va dire qu'on va penser capability socio-technique, quand on va penser l'organisation, on va essayer de penser les organisations ensemble, que ce soit l'organisation humaine ou l'organisation technique, quand on va penser à l'une, éventuellement pour la faire coulisser, pour être bien aligné avec notre stratégie, on va dire ok, pour faire que l'organisation humaine coulisse bien par rapport à la stratégie, il faut peut-être aussi toucher un peu à ça côté technique. Et quand on a une technique qui n'est pas très bien en place, on va dire que pour faire que côté technique ça marche, éventuellement on va peut-être changer l'organisation humaine. Donc tout ça, c'est de dire qu'on va penser le lien. Donc après dans les pratiques, on va un peu parler de dépendance, un peu d'event storming et un peu d'architecture. Donc l'intention, ok, on va pas dire qu'il faut tout changer, on va juste se dire que oui, il y a un truc qui nous dit que les organisations techniques et humaines sont globalement liées et qu'on a tendance à produire un système, si je parle du système technique, qui est à l'image de l'organisation humaine, où généralement on dit que c'est à l'image de la structure de communication. Donc en gros, une fois qu'on fait ça, ça veut dire que quand on va essayer à chaque fois de regarder soit l'humain, soit le technique, on va essayer de prendre une vision holistique. Donc pour pas ne parler de gros mots, on va prendre du recul et se dire ok, humainement c'est comme ça et techniquement c'est comment? En fait là il faut faire attention à tel endroit. À la fin, on pourra faire quoi? On pourra mieux ranger sa chambre et être plus réactif. Ce qu'on appelle en général mieux ranger sa chambre, ce qu'on va souvent regarder, c'est tous les liens où j'ai une organisation humaine qui est là, j'ai une organisation technique qui est là, s'il y a une bijection, c'est assez simple. Mais tous les trucs où côté humain c'est là, côté technique c'est là, et en fait on a cette technique, il est sur deux équipes, là ça pose problème. Donc dès que je vais avoir des recoupements entre les deux, en général c'est là où il faut que je fasse attention. Il faut que je me dise attention, si je vais tirer là, en fait je tire ça en même temps. Donc ça joue sur quoi? Ça joue sur, ok, quand vous voulez un peu vous adapter, changer d'organisation humaine, et aussi ça joue sur votre stratégie pour y arriver. Si vous voulez changer des choses, vous dites, ok, ces deux équipes-là ont le même asset technique, en fait si je commence à tirer l'une, il faut que je tire l'autre en même temps, et que je bosse avec les deux en même temps. Donc ça joue aussi sur la stratégie et comment vous allez le faire. Donc ça joue sur la vision d'ensemble, ce que j'appellerais la picture, vers où on veut aller au final, et aussi comment on va y aller. Au niveau des pratiques, favoriser les coupages faibles. Globalement, ce qu'on dit là-dedans, et là on met que c'est difficile, c'est que globalement vous avez ce qu'on appelle un couplage, c'est quand deux entités sont dépendantes l'une de l'autre. Donc en gros, ça veut dire que sans l'autre, elle ne peut pas travailler. Donc là, globalement, on va d'abord réfléchir au type d'interaction, et en général, on dit, si on pense à team topologie, qu'il y a trois types d'interactions. As a service, ça veut dire, ok, l'équipe A a besoin de l'équipe B, l'équipe A va demander à B, est-ce que tu pourrais me faire ça s'il te plaît? L'équipe B va faire, oui, bien sûr, je peux le faire, et après, l'équipe A va avoir la réponse. En général, là, on dit qu'il y a une sorte de menu où j'ai tous les services disponibles. Je peux avoir l'entrée, le menu, le dessert. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler par rapport à un catalogue de services l'autre, et c'est l'autre qui va le faire. La collaboration, c'est plus pour dire l'équipe A a besoin de B. Plutôt que de faire qu'on va attendre que B soit dispo, on va mettre A et B ensemble. Donc souvent, on prend une personne de chaque. On va faire qu'ils travaillent ensemble. Et globalement, à la fin, ça va faire quelque chose de bien. Donc c'est souvent, par exemple, si vous avez une équipe front, une équipe back, pour éviter les allers-retours, vous mettez un front, un back ensemble. Ils vont travailler de manière proche et ça va aller plus vite. Il y a aussi souvent la question sur, vous avez une équipe référentielle, vous avez une équipe qui fait autre chose mais qui a besoin du référentiel. Pour qu'ils se comprennent mieux, temporairement, du style pendant un mois, vous les mettez ensemble, ils travaillent sur le lien entre les deux et après, ils repartent. Et la facilitation, donc là,
Sur as a service, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un couplage fort. Si l'autre n'est pas là, vous êtes bloqué. Donc là, c'est gênant. Étant donné que la facilitation, c'est de dire, ok, j'ai besoin de l'autre, mais l'autre, il se trouve qu'en ce moment, il n'est pas dispo. Ce que je vais faire, c'est que je vais les développer chez lui, si je prends la partie dev. Il va me dire, après, tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Il va me faire réécrire éventuellement, mais en tout cas, je ne vais pas être bloqué s'il a moins de disponibilité. Donc il y a souvent dans certains systèmes d'information des équipes un peu centrales où tout passe par là et c'est elles les vrais goulots d'étranglement. À partir du moment où vous travaillez en facilitation dans le mode ils font, nous aidons, vous diminuez la contrainte, vous diminuez le couplage. Donc là on travaille sur comment diminuer le couplage. Après on peut essayer de faire qu'on s'aligne en fonction de la stratégie pour carrément casser le couplage, mais ça c'est plutôt le principe d'après. Là on essaie de diminuer les couplages et au moins en avoir conscience. Donc après, au niveau de couplage, même si c'est un peu différent, il y a aussi la question de la communication. Est-ce que je vais faire de la communication synchrone ou est-ce que je vais faire de la communication asynchrone? Donc en gros, le principe, souvent on dit, c'est pour tout ce qui est hyper urgent, on va aller faire du synchrone. Pour tout ce qui est, on a besoin d'une discussion et d'une décision, on va aller vers le synchrone. Et après, pour toutes les discussions où on va faire du reporting, je t'informe que, ou sinon je te dis, je vais tenter ça, si tu veux, tu peux mettre un veto, on va essayer de forcer à l'asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne va pas être connecté en même temps. Le synchrone, c'est vraiment le téléphone. Si les deux sont pas là, et ben vous ne parlez pas. Et l'exemple de la synchrone, c'est j'envoie un mail, vous prenez le temps de répondre au moment où ça vous arrange. En plus, ça va faire que vous n'allez pas être arrêté dans votre activité. Et quand vous pouvez, vous répondez. Il y a beaucoup, finalement, de choses qu'on peut faire en asynchrone. Aussi, on peut réfléchir, proposer quelque chose, faire que les gens réagissent sur quelque chose. Et le synchrone n'est vraiment pas l'unique façon de faire. Après, ça s'organise. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut vraiment penser à comment on va faire la communication. Et à la fin, on aura moins de friction et plus d'énergie. Donc ça, c'est la première pratique qu'on met en avant sur ce principe. Deuxième pratique, l'event storming, popularisé par Alberto Brandolini. Le principe de l'event storming, c'est de discuter de tout ce qui est événement métier. Donc c'est vraiment un atelier à la base qui part du métier. Et je vais dire, ok, il y a telle commande à faire, dans quel entrepôt est-ce que j'ai mon stock, j'ai décidé dans quel entrepôt ma livraison va partir, je fais un ordre de préparation de ma livraison dans lequel je peux avoir plusieurs produits. Après, je vais prendre mon colis que je vais mettre dans mon camion et après le camion est parti. Donc là, j'ai pris un exemple d'événements métiers qu'on pourrait avoir dans un métier logistique et qui vous montre tout l'enchaînement. Après, les domaines fonctionnels, c'est un peu différent. C'est pour dire, dans toute cette partie-là, je suis sur, on va dire, de la préparation du colis. Celui-là, je suis sur de la suivi de colis. Celui-là, je suis sur de la détermination d'à quel endroit est mon stock. Donc là, après, on va avoir ce qu'on appelle les domaines. C'est un regroupement d'événements métiers. Et à l'intérieur de ce domaine-là, on va faire des actions, événements qui sont un peu dans la même finalité métier. Et c'est là aussi où on dit que à cet endroit-là, ce mot-là, il a tel sens. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a souvent des mots un peu tarte à la crème qui n'ont pas de sens absolu, c'est souvent le client. C'est quoi un client? En fait, ça dépend un peu d'où on se positionne. Quand j'étais en finance, il y avait le mot deal qui voulait tout dire et rien dire, ça dépend vraiment d'à quel endroit on est. Donc ça, c'est vraiment des exemples qui montrent que les mots ont un sens dans un contexte donné, et mon contexte, c'est mon domaine fonctionnel. Donc une fois qu'on fait ça, on a une sorte de cartographie fonctionnelle avec tous les domaines, avec les événements qui sont à l'intérieur de chaque domaine, et aussi on voit comment ça communique. Si on va plus loin, on peut après dire ok, où sont mes assets techniques? Là on va parler de bounding contexte, et je peux dire aussi où sont mes équipes, où est l'organisation humaine. Souvent ce qu'on dit, c'est que dans une société, au milieu, vous avez la couche métier. Qu'est-ce qu'on fait? Si je suis dans une société, je sais pas, qui fait du pari en ligne, on va avoir toute une couche métier, poker, casino, blablabla. Ça, c'est assez stable. Après, il y a d'autres choses qui peuvent changer, ou si je suis dans le domaine de, je sais pas, la banque, finalement, le métier de banquier, il a tendance à être assez stable, vous devez avoir un inventaire, il y a des choses qui passent. Après, la partie technique a tendance à changer pas mal, parce qu'en fonction justement de l'évolution des langages, des choses comme ça, on va peut-être faire différemment. Et la partie humaine, pareil, l'organisation a tendance à changer. Donc en haut, en bas, ça peut changer, et votre couche de stabilité, en général, elle est sur les événements métiers et les domaines fonctionnels. Après, ce que ça permet de faire, une compréhension claire et partagée des problématiques métiers. On peut voir aussi que dans le code, on va utiliser les mêmes mots que le métier. Et donc ça permet quoi? Diminution de la charge cognitive, parce que quand quelqu'un me parle et me dit voilà, je parle de ça, j'ai pas besoin de faire une sorte de transcodification pour dire ah bah il parle de ça, ça veut dire ça. Donc là, ça aide à la compréhension et ça aide à bien comprendre ce qui se passe. Et en plus, on a vraiment la vision de technique. Là, on parle en fait d'applicatif, de domaine métier et après de l'organisation humaine.
Dernière pratique qu'on peut mettre en avant, c'est ce qui s'appelle l'architecture applicative au service du métier. C'est vraiment la question de comment vous faites pour ne pas avoir un unique code où il y a tout dedans et tout est mélangé. Pourquoi on dit ça? C'est parce que si vous mélangez la partie métier, de la partie un peu tooling, composants, des choses comme ça, à la fin, quand vous touchez quelque chose, ça peut bouger dans tous les sens et la partie métier, elle n'est pas toujours très claire. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire, ok, à tel endroit, je vais résoudre tel problème, ça va être comme ça, à tel endroit, je vais résoudre tel autre. Et en gros, là, globalement, on peut parler d'architecture hexagonale comme exemple. C'est là où on va faire que je ne mets pas tout dans un seul et unique endroit, je mets les choses en fonction du sens qu'elles font et du but que je vais avoir. Ce qui permet en plus de tester de manière plus simple la partie comportement métier parce que j'ai isolé la partie métier du code à un endroit. Donc ça s'appelle l'architecture applicative au service du métier. Donc là, je vous ai présenté 3 pratiques qui vont avec notre principe. Le principe qui s'appelle l'écosystème, où on dit que les organisations techniques et humaines sont liées, et donc il faut penser capacité socio-technique. Dit autrement, il faut essayer de voir les deux choses ensemble. Donc en gros, vous avez la partie applicative, vous avez la partie humaine, et vous avez la partie domaine métier, et tout ça est finalement relativement lié. C'est ce que dit la loi de Conway, parce que vous allez retrouver dans votre code, souvent, la structure de communication de l'organisation humaine. Donc si vous voulez toucher à l'un ou à l'autre, il va en général falloir toucher aux deux en même temps. Ce que je dis, je peux rentrer par l'organisation humaine en disant je veux adapter mon organisation humaine et là il faut que je pense où est la partie technique. Et je peux aussi dire je veux modifier ma technique et là je vais regarder comment est l'organisation humaine. Donc ça c'est vraiment la notion de vision holistique. Travailler sur les couplages pour essayer de faire que les couplages soient les plus faibles possibles. Après, l'event storming pour parler le même langage, utiliser les mêmes mots. Et après, il y a la question de l'architecture pour essayer de bien ranger sa chambre, de ne pas mélanger les choses et de mettre les choses au bon endroit. Si vous voulez aller plus loin, il reste un principe qui s'appelle la symbiose. Celui-là était l'écosystème. Et il y a bien sûr les 10 principes. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a toutes les vidéos sur Cultureflow, il y a le livre blanc Cultureflow, et il y a même d'autres livres blancs qui causent de trucs super intéressants. Pour rappel, si vous voulez nous contacter parce que j'ai pas été assez précis ou parce que vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, cultureflow@octo.com, nous viendrons avec plaisir. Et sur ce, merci.